Bien sûr, on est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette troisième édition du Cercle des décideurs. Cercle des décideurs qui se réunissent ce matin autour d'une thématique du design, remise en cause du design, co-design, valeur et management. Pour échanger sur cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Van Walscapelle de la société Troisième Monde et Olaf Dehemer, valeur et management. Et marque internationale. Voilà, qui donc nous font le plaisir de participer à cette matinale pour voilà, échanger avec vous autour de ce sujet du design. Design, remise en cause du design, besoin, remise en cause du besoin, co-design, travaillons sur le besoin, tous ces sujets effectivement qui intéressent les entreprises à l'aube, je dirais, de la nomination de Lille en tant que capitale mondiale du design. Donc, voilà, j'en dis déjà beaucoup, mais vous verrez qu'on a des choses à dire autour du design ce matin. Je laisse la parole à Isabelle, peut-être pour commencer par porter des lunettes différentes. Avoir un regard peut-être différent autour de cette notion de design. Par contre, je n'ai pas encore le PowerPoint là. Il arrive. Il arrive. Oh, c'est bien. Pour démarrer, ce sera mieux. Voilà. Hop. Voilà. On cale la technique. Génial, on cale la technique. C'est parti. Donc oui, bienvenue dans le cercle des décideurs. Je vais vous raconter une petite histoire en fait. Oh, là-bas. Ouais, ça c'est bon. Je vais vous raconter une petite histoire parce qu'on s'appelle Troisième Monde. En fait, une société qui, il y a 7 ans et demi, est partie en se disant ben, oui, le collaboratif peut vraiment apporter de la valeur aux organisations. Il faut absolument mettre plus les hommes au cœur des problématiques et les outils digitaux peuvent particulièrement aider cette mise en commun et le fait de faire travailler les hommes ensemble. Donc on est parti il y a 7 ans et demi avec cette grande conviction et on a commencé à créer une première plateforme collaborative qui s'appelle Gravity. Et bien, figurez-vous, donc là on a juste une image dans les places tertiaires justement de la plateforme, comment elle est installée. Et figurez-vous que eh bien, sur certains projets, ça fonctionnait véritablement très bien. Et sur certains autres projets, dans certaines autres organisations, ça ne fonctionnait pas du tout. Et là, on se pose la question parce qu'on est les mêmes hommes et femmes avec les mêmes convictions, le même professionnalisme. On se pose la question, mais pourquoi d'un côté ça fonctionne bien et de l'autre côté, pourquoi ça ne fonctionne pas On creuse, je creuse. Et puis finalement, j'ai eu cette grande chance de pouvoir rencontrer un homme qui s'appelle André Robitaille et qui m'a expliqué qu'en fait la grande différence c'était une différence de culture, d'ADN des organisations. Et il m'a expliqué toute une théorie que je vais vous partager. Alors ce sera juste un petit vernis, mais qui va vous apporter du coup un regard différent, vous apporter ce vernis de culture. Parce que quand on parle de culture, finalement, quand on regarde la nature, on voit que certains arbres poussent sur certains terrains et sous certains climats. On est sur le nord de la France, essayer de mettre cet arbre-là dans le nord, l'hiver, de toute manière, il ne va même pas pousser. Et on aura beau essayer d'y aller, ça ne fera rien. Et puis, on a certains projets qui réussissent sur certains terreaux culturels et sous un certain environnement. Et d'autres projets sur le même terreau ne vont pas du tout fonctionner. Donc, comment on peut analyser ces terreaux, porter des regards différents pour pouvoir se dire, mais oui, je suis dans le bon terreau pour faire fonctionner mon projet ou j'ai des choses à faire améliorer pour faire fonctionner mon projet. Je vais y arriver. Et donc, il a inventé, donc André Robitaille, il a analysé, il avait une entreprise d'accompagnement au projet d'innovation, et il a analysé 40 années de ces projets, il est à la retraite maintenant, et pour se dire, mais finalement, quels sont les points communs? Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises ont véritablement un terreau complètement commun par rapport à un autre? Il a travaillé ça et a pu déterminer finalement une carte des 9 terreaux culturels avec vraiment une façon très simple, mais pas simpliste, très simple d'analyser une culture, suivant 2 axes, l'axe avec le degré de formalisation et un axe avec le degré de collaboration. Je ne suis pas du tout formalisée au niveau de mon entreprise et de mon organisation. Je suis extrêmement formalisée. Ou je ne suis pas du tout collaboratif. Je suis extrêmement collaboratif. Et ça peut évidemment avoir des impacts qu'on se situe sur un axe ou sur un autre en fonction de la manière dont on va conduire un projet, dans la manière dont on va pouvoir remettre en cause finalement un besoin, intégrer un besoin, s'appuyer ou non
sur des ressources externes ou des compétences internes. Tout ça, effectivement, on a besoin de savoir où on est pour pouvoir avancer. Et c'est un peu l'idée de cartographier, si je comprends bien. C'est-à-dire que ça permet vraiment une carte comme on voit la carte Michelin, enfin l'ex-carte Michelin ou le Google Maps aujourd'hui, pour pouvoir se diriger. On a là vraiment une carte qui nous permet de nous diriger dans nos organisations et de comprendre comment elles fonctionnent. Alors pour 9 grands terreaux, 9 grands types d'entreprises ou d'organisations, si je prends en bas à gauche les terreaux de type individualisme, là on est sur des entreprises presque unitaires, c'est-à-dire on va retrouver l'infirmière libérale, le médecin dans son cabinet avec voilà, une secrétaire à la limite. Si je prends le terreau type centralisme, là on va retrouver toutes ces organisations paternalistes où on a le patron, même le vocabulaire, il suffit qu'on l'écoute. On a le patron, le chef, c'est la femme du patron, donc on va dire la patronne, même si elle ne travaille pas dans la boîte. On a l'organisation vraiment un râtelier en dessous, et quand Dieu le Père a décidé, tout le monde va obéir et s'appliquer. Si je prends le terreau type unité, là on est à l'armée, c'est-à-dire que les processus, les procédures, alors on va vraiment obéir à tous ces processus et procédures, mais on ne va pas lâcher un homme. Le collaboratif, et d'ailleurs, le manager, on va appeler ça un manager, on va appeler un entraîneur, un coach. Et si je vous prends vraiment les 4 grands points pour comprendre, quand on est dans le terreau type agilité, là on est dans les startups. C'est un foisonnement, c'est presque de la versatilité, c'est véritablement une énergie débordante, mais on ne va pas du tout formaliser, et puis on va même changer d'avis d'une journée sur l'autre. Tu as dit ça, Florian, je ne me souviens pas, on ne prend pas de notes, on a vraiment des typologies comme ça de terreaux qui sont vraiment différents. Globalement, on va retrouver tout le monde bancaire dans les terreautypes règlement, normal, puisqu'on est sur un métier réglementaire, et donc ça a une influence aussi sur la façon de travailler dans l'organisation. Et tous les grands groupes, globalement, on les trouve soit sur le haut du cloisonnement, soit dans le terreau management. Le terreau management, on est dans une typologie d'organisation où l'entreprise, l'organisation travaille sur sa façon d'articuler son management, en se disant que si je travaille sur toute mon articulation, mon management, finalement, au bout, en bas, ça va savoir suivre. Et le travail va se faire. Donc, ça veut fonctionner. Hop là! Il faudrait juste avancer d'une slide. Voilà, donc la technique. Donc là, je vais bosser pour vous dire à quel point c'est comment. Alors, si on regarde les modes d'action, on va parler de tout, on appelle ça des matrices de lecture. Hop là. Si je prends les modes d'action, eh bien, quand on est dans un niveau bas de collaboration, on va beaucoup entendre du jeu. C'est je vais gagner si tu perds. C'est la compétition avant la collaboration. Vraiment, il n'y a même pas de collaboration, c'est la compétition. On est vraiment sur l'autocentrage, et quand à un moment donné il y a un problème, le problème ne va pas se résoudre tout seul. On va aller chercher finalement un arbitre pour arbitrer. Quand on commence à monter au niveau du degré de collaboration, là, on va retrouver des organisations où ça va être du gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne, bon, c'est bon, on va commencer à avoir des alliances, des partenariats, du donnant-donnant. Donc, ça va être nous et vous au niveau de l'organisation. Et quand on monte un peu plus au niveau du degré de collaboration, là, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Je gagne, tu gagnes. Mais surtout, l'organisation gagne. Parce qu'on partage le sens, et c'est ça qui fait sens pour tout le monde. On va être aussi plus dans une logique de, quand il y a les 3 je gagne, c'est le fournisseur aussi, si on se projette sur les ressources extérieures de l'entreprise, on va chercher pour qu'elle gagne aussi autant que nous, plutôt que dans une logique, quand on se retrouve dans un esprit de compétition où je suis le client, je suis roi, je dois gagner, le fournisseur, bon, il s'exécute, je m'inquiète à moins de s'il gagne de son côté. C'est même pire que ça. J'ai brossé le sujet là, tu verras, c'est encore pire que ça. Après, si je suis sur le degré de formalisation, eh bien, au niveau des modes d'action, quand on n'est pas du tout formalisé, on est sur du court terme. On a vraiment une vision court-termiste. Et au plus on monte sur le degré de formalisation, au plus on a une vision long terme. Donc, même dans la façon d'agir au quotidien de ces organisations, eh bien, on va chercher l'action, le projet qui va nous permettre d'atteindre des objectifs plus à long terme. Si je prends les modes de management, c'est fantastique aussi. On a vraiment une façon comme ça commune de réagir. Quand on est en bas, on va retrouver des managers qui sont des managers experts. Il est même impensable qu'un manager d'une équipe puisse être manager si ce n'est pas le meilleur, si ce n'est pas la personne la plus pointue sur le sujet donné de cette équipe.
Et il sait évidemment faire tout ce que ses Il collaborateurs sait font. faire tout ce que ses collaborateurs font. Il est capable au C'est pied un levé. super héros dans l'entreprise. C'est ça. Normal. Et au plus on monte, au plus on a en termes de manager, un manager relais, puis pivot, et puis au bout du compte, c'est un coach. C'est vraiment quelqu'un qui va être facilitant pour que les projets réussissent. Donc ça, et là, il peut ne rien y connaître. Et là, il peut ne rien y sujet. connaître. Ouais. Non. Son expertise, c'est de savoir donner du sens. Obligé. Je pense pas que ce soit une. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Non, c'est pas. S'il connaît, c'est mieux. Oui, s'il connaît, c'est mieux. Mais il peut très bien arriver et ne rien Voilà. y connaître d'un point de vue métier parce que son rôle, il n'est pas là. Il n'est pas sur le métier, il est vraiment de faciliter et de faire en sorte que le projet aboutisse. En bas, on va être sur des statuts, des compétences. On va retrouver, en fait, on voit vraiment des indicateurs, des preuves de type de terreau. On va retrouver sur la carte de visite le poste à rallonge, directeur, officiel, machin. On va retrouver des choses comme ça. Alors que quand on est en haut, on a des cartes de visite avec un nom, un numéro de téléphone. Et puis finalement, je suis là à œuvrer pour l'entreprise. Je ne suis pas à m'attacher à avoir mon ego qui est surdimensionné. On a vraiment ce genre de comportement aussi. Si je prends la notion de direction ressources humaines, en bas, on a le directeur du personnel, directrice du personnel. Au milieu, on va plutôt commencer à avoir des RH. Et en haut, on va commencer à se dire, maintenant, on a de la direction des ressources, des richesses humaines. Même si l'acronyme des l'expérience employée, j'ai même. Employé, le management du talent. Promotion on a responsable du bien-être de l'entreprise. Voilà. Dans les terminologies, on peut aussi détecter le vocabulaire. quel niveau on se trouve. Si je reprends le degré de formalisation, par exemple, au niveau des formations, à gauche, on est sur de la formation sur mesure, et au plus on va à droite, au plus on est sur de la formation hyper standardisée. Tous les procédurés, ce genre de choses. Qui, hop, y va-t-il? Il ne veut pas. Non, il ne veut plus. Juste que je me fasse entrer. Voilà. Est-ce que vous retrouvez ça dans vos environnements, dans votre contexte, ces clés quelque part qu'on vous expose là Est-ce qu'on a des retours, Cédric, sur le web là, par rapport à ces notions-là? Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on continue Continue. Moi, j'aurais une question un peu générique, c'est qu'est-ce qui peut donner envie? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui peut donner envie de changer? J'y viens. Voilà. Là, je suis dans un premier temps. Ouais, Là, je suis en train de vous juste mettre un dictionnaire commun, un langage et un dictionnaire commun pour pouvoir vous emmener plus loin. Donc là, on est sur le truc, le slide sur les profils des managers et des dirigeants. Alors, je voulais juste vous montrer que en bas à droite, on est vraiment sur des dirigeants souverains. Ils décident et on applique. Et quand on monte, terreau unité, on est sur l'entraîneur, le facilitateur, le coordinateur, l'hiérarchie pure. En bas, quand on est sur des terreaux de type cloisonnement, là, on est vraiment dans des dirigeants qui œuvrent dans la politique, qui sont des anguilles dans les organisations et qui œuvrent dans l'aspect politique des choses. Alors, quand on est dans une entreprise, dans une organisation, on a l'impression que toutes les autres entreprises fonctionnent comme ça, mais non, il y a vraiment des terreaux qui sont différents. Je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà, profil des collaborateurs. Donc là, on a vu les profils des dirigeants, mais finalement, on a le pendant du côté des collaborateurs. Une question. Non, c'est les personnes qui arrivent. Ah, d'accord. Bien oui. Donc, si on est dans un terreau de type centralisme, on a des collaborateurs qui sont des obéissants. Ils sont une chaîne de cette grande organisation. Ils sont un maillon, interchangeables d'ailleurs, et ils ne sont que les étudiants. Ce n'est pas la peine de leur demander d'avoir des idées, puisque ça fait des années qu'ils travaillent comme ça. Ils sont méfiants, ils sont dans la compétition. Là, on va retrouver vraiment l'esprit traditionnel. Par contre, quand on remonte, on a des collaborateurs de plus en plus. On parle d'entreprise libérée. Moi, je ne supporte pas ce terme. Moi, je trouve qu'une entreprise n'est absolument pas libérée, puisque de toute manière, son staff, il va falloir la payer. Et il y a des clients pour lesquels il faut travailler. Donc, libérer de quoi, c'est ça la question. Et par contre, on peut libérer les énergies à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Donc, quand on monte, on trouve des collaborateurs moins conformistes, avec plus d'idées, avec plus de confiance. On passe de la méfiance à la confiance, de la défiance à la confiance. Vraiment ce genre d'évolution.
Quand on va sur l'axe formalisation, on va de collaborateurs qui sont particulièrement indépendants à des collaborateurs avec plus ouverts, plus rigoureux, mais avec une façon de penser au niveau de leurs idées beaucoup plus, avec un esprit et un éventail beaucoup plus puissant. Alors, voilà. Prise en compte des nouvelles générations. Ça, quand on regarde la lecture des terreaux, c'est juste incroyable. En fait, on a une diagonale. Alors, tout en bas, on va plutôt retrouver les générations baby boomers. C'est très rigolo d'ailleurs de regarder par ce prisme de lecture. Et on a tous des échos de chefs d'entreprise qu'on a pu croiser et qui disent je comprends pas cette nouvelle génération, elle fait que zapper, ils sont incapables d'arriver, de se lever le matin et d'arriver à l'heure, je comprends pas comment ils fonctionnent, on est en réunion, ils sont toujours en train de faire autre chose. On a juste une façon d'être qui est complètement différente et on arrive à retrouver justement sur cette diagonale. Donc en bas, plutôt baby boomer, on remonte génération X, Y, génération Z, et la suite, on peut se dire où est-ce qu'elle va aller. Alors, la suite, où est-ce qu'elle va aller? On a un petit avis là-dessus, c'est que quand on regarde globalement ce qui se passe au niveau de la société, on a plutôt une tendance à aller vers du projet. Voilà. Tous les signaux faibles nous indiquent que la société a tendance non pas à aller du côté de la vigilité, versatilité, mais bien du côté de notre projet, c'est-à-dire tous se mettre au service d'un projet commun, donc de donner du sens. Et c'est ce que recherche cette nouvelle génération. C'est une génération de sens, donner du sens au travail, donner du sens à l'action, donner du sens au fait que je me lève le matin au dehors de ma rémunération, parce qu'elle ne contribue juste qu'à faire le fait que je mette mon réveil. Cette dimension-là, elle apparaît pas là. Enfin, du coup, c'est un sens commun ou un sens pour chacun, on ne sait pas. En haut, formalisé ou pas. Donc, en haut, on est sur du sens commun. C'est le nous. C'est gagnant pour l'organisation. C'est un troisième axe, c'est le sens pour chacun et le sens commun, parce que c'est collaboratif ou pas. Enfin bon, voilà. Le sens pour chacun, on redescend de l'individualisme. On va essayer d'avancer. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la carte des 9 terreaux culturels a vraiment été magique dans les termes de compréhension. Pour moi, en tout cas, par rapport à mon métier, il m'agace ce truc. Hop là. Je vais faire la présentation aussi par rapport au marché. Quand on est, c'est pareil, c'est cet axe-là qui est important. C'est-à-dire qu'au plus on est en bas à droite, au plus le métier de l'entreprise, c'est d'industrialiser. C'est de réussir à obtenir le pouillème de centimes d'euros pour réussir à gagner en rentabilité ou le pouillème de centimes de temps pour réussir à obtenir plus rapidement. Alors, quand on est plus en haut, à gauche, là, on est dans des organisations qui sont particulièrement orientées marché, orientées client. Donc, quand on entend des entreprises où on analyse et on voit qu'ils sont plutôt dans un terreau règlement, centralisme, cloisonnement, management, là, un petit peu dans ce qu'on fait, dans cet angle-là, et qu'on entend dire, oui, mais moi, le projet de transformation est un projet, je veux mettre le client au cœur de mon organisation, on a vraiment beaucoup de choses à faire avant d'obtenir ça, parce qu'on a un changement de paradigme et de codage. En termes de transformation est énorme. Les petits carreaux, là, il faut savoir que quand on est en bas, pour monter d'un carreau, il faut 3 ans. Quand on est au milieu, pour monter d'un carreau, il faut 2 ans. Quand on est en haut, pour monter d'un carreau, il faut 1 an. Ça pour dire qu'il faut du temps aussi pour faire toutes ces transformations. Pas penser que parce qu'on a décidé, parce que quelqu'un a décidé que ça va se faire du jour au lendemain, on doit changer l'intérieur de chaque être humain de l'organisation, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'agir, pour pouvoir avancer. Alors le service achat dans tout ça. On a creusé le service achat. Encore une. Tac. Voilà. Télécommande pas, donc on va faire les télécommandes. Voilà, attends, une en arrière. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'attend une entreprise en fonction de son terreau, de son service achat? Quand on regarde et qu'on analyse de manière assez de fourmi ce qui se passe. Eh bien, si l'entreprise est plus en bas, donc plus vers le terreau-centralisme, l'entreprise attend de sa fonction d'achat une rentabilité coûte que coûte, quitte à faire mourir son fournisseur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Coûte que coûte, le fournisseur, finalement, j'en ai que fi. Ce qui compte, c'est ma rentabilité. Je gagne, tu perds, ça me va très bien. Et au plus on monte dans les stéréotypes collaboratifs, là, on va avoir un service achat, l'entreprise qui attend son service achat d'intégrer le fournisseur même dans la co-construction des idées.
que l'entreprise ne se dit pas qu'elle elle a raison et elle a déjà fait son choix. Elle va plutôt aller s'ouvrir vers ses fournisseurs pour pouvoir peut-être à un moment donné avoir une idée, ouais, c'est ça, et pour pouvoir à un moment donné avoir une idée qu'elle n'aurait même pas eue parce qu'elle s'était ouverte à ses mais effectivement, pour arriver à faire ça, il faut savoir se remettre en cause soi-même. C'est vrai que quand on est tout en bas, l'entreprise est souveraine, sous pouvoir. Je sais, tu ne sais pas. C'est mon métier, donc je sais mieux que toi. Voilà. Voilà. Mais ça n'existe pas. Ah bon, d'accord, ok. Allez, hop là, mode de fonctionnement. Donc, sa façon de fonctionner, cette fameuse fonction achat, service achat, toujours par rapport à la diagonale. En bas, on a de la décision quasi unilatérale. J'achète un produit, en fait. Challenge pas le besoin, hein, j'ai besoin de ce truc-là, et ce que je vais chercher, c'est challenger le prix pour avoir le moins cher possible. Quand on commence à monter, on commence à voir apparaître plutôt des cahiers des charges qu'on va donner à différents partenaires, enfin non, ce ne sont pas encore des partenaires, ce sont des fournisseurs, et puis voir mais qu'on a encore rédigé soi-même à ce stade. Qu'on a encore complètement rédigé soi-même à ce stade. Mais c'est un cahier des charges bien précis, hein, avec chacune des lignes, on doit répondre exactement à ce cahier des charges, sinon on ne peut pas faire l'affaire. Et quand on monte, là on voit qu'on peut commencer à avoir de la consultation, c'est-à-dire on va avoir un draft d'idées de ce qu'il est nécessaire pour avancer au niveau de l'achat. Mais par contre, ça va être du draft et à partir de ça, qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous pouvez construire. Mais c'est encore une relation ping-pong. Et au plus on monte, au plus on a les fournisseurs qui sont véritablement en implication, impliqués dès la nature des besoins, dès les premières réflexions, pour pouvoir challenger le besoin et puis pouvoir avancer et co-construire. Et quand on parle de codev, co-design, on les a là-haut. En bas, mettre du codev, co-design, avec le service achat, c'est juste improbable, impossible, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les collaborateurs ne sont pas câblés comme ça. Oui, c'est là où on est pas d'accord. On est complémentaires. On est complémentaires. Ce qu'on peut voir donc à ce stade, c'est qu'effectivement, pour être dans le co-design ou le co-développement, c'est aussi une question de culture, d'organisation. C'est pas uniquement une question de process ou de manière de faire. Il faut bien un environnement favorable pour pouvoir le mettre en place. Et il y a des environnements auxquels c'est a priori pas favorable et pas spontané. Ça, voilà, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais on peut créer des terrains de jeu spécifiques. C'est une question. Oui, il y en a moi aussi, j'en ai sur Internet, mais allez-y, le public pour l'instant. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de la maturité du service achat? Parce qu'on pourrait très bien se dire, je vois la progression du centralisme vers l'agilité. Le centralisme, j'y vois une vertu sur des organisations qui ne sont pas du tout matures sur le domaine achat, et pour lesquelles il faut organiser, il faut commencer vraiment à être quelque part un peu directif au départ, pour justement créer aussi un terreau favorable pour bien connaître ses marchés et donc pour aller vers l'agilité. Est-ce que justement la notion de maturité ne rentre pas en ligne de compte? Parce que j'ai l'impression qu'on décrit le centralisme comme étant surtout négatif. Or, de mon angle de vue, on peut y trouver justement un côté extrêmement cadré et rassurant si justement les dossiers achats n'ont pas été adressés jusqu'à là. Quand je dépeins, un côté négatif, c'est parce que si on décide de rester là, les collaborateurs, eux, vont s'en aller à un moment donné. Parce que la nouvelle génération qui va arriver, elle de toute manière, elle ne restera pas dans ce genre de stéréotype. Il y a ce point-là, c'est si on décide de rester là, mais il y a peut-être un point avant, c'est de savoir où on est. Déjà. Parce que, effectivement, on peut se dire, OK, je peux monter en maturité ou je peux évoluer dans mon positionnement, mais pour ça, il faut encore savoir où on est. Et je pense que ça nous donne là un éclairage sur, finalement, mon contexte, il est comment? Les équipes sont comme ça, mais finalement, ça peut peut-être s'expliquer. Et on peut peut-être se dire, en envisageant de prendre suffisamment de temps, parce que de monter une marche, ça prend 3 ans ou 2, ça dépend où on se situe dans les tâches, je dirais, du modèle. Mais voilà, déjà, c'est de savoir où on est finalement. Après, c'est comment j'adapte. C'est ça, c'est de faire les choses en conscience. Et avec conscience, à partir du moment où on sait où on est, on prend des bonnes décisions par rapport à ses objectifs à atteindre. Si on est dans une scène, dans la prix, d'avoir du formalisme extrêmement fort, c'est extrêmement important. Donc de se dire que je vais sur l'agilité, c'est illusoire. Par contre, c'est peut-être plus monter vers un peu plus de stéréotypes de type règlement. C'est plus ce prisme de lecture-là qu'il faut se dire.
Alors, j'aimerais laisser la parole à une personne. Si Estelle a un micro, elle peut nous poser ces questions en direct. Elle voulait revenir un peu sur les notions de valeur, valeur dans l'entreprise. Et puis après, on reviendra sur les achats, parce que j'ai des questions aussi sur les achats. Estelle, je vais vous donner la parole. Est-ce que... Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je suis désolée, j'ai une extinction de voix, c'est pour ça que j'ai rédigé les questions sur le chat. Je vous rassure, on vous entend très bien malgré tout. Bon, bah super. Oui, donc je suis actuellement étudiante en MBA à l'IAE de Paris et également je suis à un cursus Master 2 en Change Management au CNAM de Paris. Et j'avais quelques questions parce que je rédige actuellement un mémoire sur les valeurs justement des salariés en entreprise et son alignement avec les valeurs de l'entreprise, excusez-moi. Du coup, les questions que je me posais, c'était que pensez-vous des laboratoires de transformation en entreprise qu'on retrouve notamment au Canada? J'en ai visité quelques-uns récemment. La deuxième question que j'avais, c'était les valeurs et les croyances influent sur nos comportements en entreprise et avec autrui. Du coup, vous présentez plusieurs terreaux, ce qui est très intéressant. Mais quelle posture adopter en fait pour limiter l'influence de nos valeurs et de nos croyances dans nos décisions pour justement créer de la valeur au sein de l'entreprise et la faire avancer, évoluer? Et la troisième question, aujourd'hui, vous avez parlé de lean management. Beaucoup de sociétés commencent à peine à l'appliquer et ça, c'est un avis très personnel, mais je pense que la faiblesse et la limite du lean, justement, c'est d'oublier le client. Alors que vous avez dit justement que dans le terreau-type agilité, on était orienté client. Du coup, comment pallier à cette faiblesse malgré justement l'implémentation actuelle du lean dans les entreprises? Voilà, merci. Je vais répondre sur la dernière, puis après on se rappellera des films. Oui, pas de problème, pas de problème. Quand on met du lean management, en fait, on augmente le taux de formalisation, de toute manière. Donc, on s'éloigne de la vision client. Ce qu'il faut faire, c'est monter, c'est de travailler les deux. Donc, le lean, lui, va formaliser, mais il faut mettre en place en parallèle des processus, des procédures, des façons de faire du codev avec les clients et de remonter. Mais le lean, lui, il va plus vers la formalisation. De toute manière, il n'est pas le client. Bien sûr. Il faut rajouter un petit truc. Il se trouve que le Lean a été fondé sur le bouquin de Womack et Jones, qui ont formalisé le Lean à partir de Toyota Production System. Ils ont présenté 5 concepts clés dans le Lean. Le premier, c'est s'assurer que le processus livre un produit utile au client. Sauf que personne. Maintenant, c'est tout. On en reparlera plus. C'est un sujet crucial. C'est très riche, mais oui. Alors sur la question des valeurs, on a, alors pareil, toute une grille sur les valeurs qu'on va retrouver suivant le terreau-type. Et on a des collaborateurs, globalement, en fait, qui se font très vite happer quand on est dans une organisation qui a des valeurs. Alors, celles qui sont affichées, en fait, ne sont pas les vraies valeurs. Quand on affiche une valeur, c'est qu'on ne l'a pas et qu'on a cette intention et cette volonté de le faire. Les vraies valeurs sont des valeurs qui ne sont pas affichées, qui ne sont pas marquées. Et ces valeurs-là sont vraiment, elles absorbent hyper rapidement quelqu'un de neuf qui peut avoir un étonnement sur la façon d'être de l'organisation. Eh bien, cette valeur va venir très très rapidement l'intégrer et l'habiter, et parce qu'elle est profonde. Donc ces valeurs-là. Du coup, la question par rapport à la valeur, c'était quelle posture, vous avez compris quelle posture finalement adopter dans un contexte où les valeurs sont présentes et quand on a besoin de les faire évoluer. Je pense que c'est peut-être un peu ça la question. Oui, tout à fait. Alors, donc là, on a tout un travail, après on appelle ça du design de transformation, on a tout un travail qui doit complètement être cohérent entre la façon de manager, la façon de mesurer, la façon de travailler avec les êtres et les hommes, la façon de voir le client, enfin là après on a la façon d'agir, la façon de communiquer, on a vraiment plein d'actions en parallèle à mettre en œuvre pour pouvoir avancer au niveau de notre terreau culturel. C'est loin d'être quelque chose de spontané. On ne sait pas en se disant tiens, je mets en place tel type d'action, hop, ça va se faire. On est vraiment sur des choses en profondeur et on doit mettre en place des indicateurs de mesure de l'évolution de la culture pour pouvoir voir qu'en fait, même si ce sont des petits pas, mais chaque petit pas permet de tendre à faire évoluer la culture.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on choisit un fournisseur ou quand on sélectionne, quand on recrute une personne, on va regarder son CV, ses compétences dans certains cas, mais dans d'autres, et je pense que plus on monte dans les étages, on va peut-être moins regarder les compétences, mais aussi sa capacité à s'adapter à un environnement comme ça. C'est vrai qu'on peut très bien trouver une personne hyper bardée de diplômes, compétente sur un certain nombre de sujets, mais qui est une posture autoritaire ou de vouloir en imposer et qui ne va pas du tout fonctionner dans un terreau agile. C'est vrai que je pense qu'à un moment, il est aussi la responsabilité des organisations, des métiers, que ce soit RH, achat en l'occurrence, dès lors qu'on doit sélectionner une personne ou un fournisseur, de prendre en compte finalement cet élément-là de posture. Ça fonctionne bien dans le contexte où on se situe. C'est un cas d'entreprise aussi où elle se présente tous les entrepreneurs et extérieurs. On a vraiment l'impression qu'on est sur une entreprise plutôt hétérogène. Donc, il attire énormément de jeunes. Parce qu'en fait, il ne reste pas parce qu'en fait, d'un point de vue profond, on est vraiment avec une organisation stéréotype cloisonnement en fait, pour ce cas-là. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux aligner les gens à la culture et éventuellement dire on va bouger que de dire on est différent de ce qu'on est et du coup les gens prennent pas. Ou alors on dit attention, la réalité c'est celle-ci, on a cette intention d'aller là et vous venez dans mon organisation pour ça. Donc vous étonnez pas des écarts, mais là il n'y a pas. C'est fait exprès. Et on parle de transparence et d'attractivité, c'est vrai que c'est quand même le sujet. Si de toute façon le modèle qu'on essaie de prendre, on se fera vite. On parle de transparence. Tu es encore là? Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez nous... Je suppose que ça intéressera beaucoup de personnes. Sur les laboratoires de transformation que vous avez vus au Canada, en quelques minutes, quelques secondes, et après on repartira sur le sujet des achats. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que vous en avez pensé? Oui, bien sûr. En fait, donc j'ai visité la Banque nationale du Canada, Ubisoft, Hydro-Québec, qui fournit l'électricité fin septembre, et du coup, notamment la Banque nationale du Canada, en fait, avait créé tout un étage en fait complètement ouvert avec des couleurs assez vives, où en fait des personnes de tout département se rejoignent lorsqu'ils ont une idée en commun. Et du coup, en fait, ils testent leur projet, qu'ils soumettent ensuite au vice-président. Et le projet est retenu ou non, ce qui permet en fait de faire émerger de nombreux projets créatifs innovants. Et également, il n'y a plus vraiment de management, c'est du management écrasé. Donc les personnes, en fait, par exemple, le vice-président peut être assis à côté, par exemple, d'un technicien. Voilà, il peut changer de bureau tous les jours s'il le souhaite. Et j'ai trouvé que c'était assez original et intéressant, surtout que la banque a vraiment besoin de se remettre en cause parce que maintenant les utilisateurs passent beaucoup par les applications. Donc ils ont pris parti de satisfaire leurs clients à travers une vraie remise en cause physique et aussi intellectuelle, j'ai trouvé, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Estelle pour vos témoignages. C'est très riche. On retrouve, en fait, évidemment, là, sur une présentation comme ça, je ne vous donne que du vernis pour apporter des lunettes différentes. Mais en fait, dans une grande organisation, on peut retrouver des terreaux différents. C'est-à-dire que là, si on est sur de l'innovation, on va retrouver une espèce de cocon hyper protégé. Dans le service innovation, on va avoir des rituels, des pratiques, des façons de travailler au quotidien, d'agir, de communiquer qui vont être complètement différents. Là, si j'écoute ce qui se dit, là, on est sur du terreau type projet et c'est très bien. Pour l'innovation, on est vraiment sur le terreau tout à fait adéquat avec, et là, c'est bien ce que je disais, les égos qui sont enlevés, le directeur général qui est là au même titre qu'un autre collaborateur, parce que ce qui compte, c'est de faire avancer l'organisation, de faire avancer le sujet. Donc, c'est logique. Mais je voulais en profiter pour rebondir sur la question des achats et de la maturité des achats. Il y a la même chose, c'est la maturité de l'organisation ou de l'entité achat. Et en fait, même par catégorie d'achat ou par moment du cycle de vie d'une catégorie d'achat, vous n'allez pas du tout avoir besoin du même truc. Si c'est une catégorie d'achat, que vous achetez du boulon de 12 et que vous en achetez 12 000 par mois et que c'est les mêmes et ça ne bouge pas, on ne va pas aller faire de l'agilité. Ça ne sert à rien.
Par contre, vous achetez une nouvelle usine, bah, on va pas aller l'acheter avec les modes d'achat des boulons de 12. Et on a besoin d'une compétence projet, voire agilité, voire collaboration fournisseur dans la même entreprise pour l'achat d'une machine spéciale et pas du tout pour le composant, la plaque d'acier qu'on va mettre dedans. Dans la même entreprise, dans le même service achat. Donc la grille de lecture est très intéressante, mais on voit bien qu'en fait, il faut déjà savoir où on se situe là où on est, et aux achats, on n'est peut-être pas comme à la prod ou à la R&D, dans un ensemble, et au moment où, sur un projet dans lequel on est, on va peut-être avoir besoin d'un mode complètement différent. Où on va se positionner autrement sur la carte. C'est quelque chose d'extrêmement vivant. Hein. Si on veut pas tuer le projet, il faut pas le considérer comme faisant partie d'une entité qui a besoin d'une autre culture. Donc, c'est une bonne idée des Canadiens de dire, bah, quand j'ai un projet d'innovation, je vais surtout pas le mettre au milieu de l'organisation qui a besoin d'être centralisé, réglementaire. Je vais le sortir. Sinon, ça va ou bien casser l'organisation ou bien casser le projet. Cette grille est très intéressante pour voilà, dynamique et ça me rappelle, il y a une quinzaine d'années, j'avais une formation sur le métier des achats. Ouais. Et le formateur posait la question à l'Assemblée, c'est quoi pour vous le plus important pour les achats? Alors évidemment, il y a 15 ans, on était dans une logique, c'est le prix le plus important, évidemment. Ben non, c'est la qualité, le fameux QCD, ben non, le délai, ben non plus. Et en fait, on en est arrivé, après un tour de table assez intéressant, assez riche, à ce que l'animateur nous dise, bah, tout ce que vous dites, c'est super important, effectivement, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la motivation. Et c'est vrai que prenez quelqu'un de motivé, tout ce que vous avez dit avant, bah, il va y répondre, et il va y répondre sans que vous ayez à y passer une énergie folle. Si en revanche, vous poussez tout ce que vous avez demandé à quelqu'un qui n'est pas motivé, vous pouvez encore pousser longtemps. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que si on arrive à trouver un environnement où à la fois les gens en interne, mais aussi en externe avec lesquels on travaille sont motivés, et je pense que le terreau culturel dans lequel on se situe, c'est un élément qui nous permet de définir les éléments qui vont réussir à motiver finalement la ressource qu'on utilise. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on se disait tout à l'heure. J'ai une question encore sur les achats et sur le fait que les grandes entreprises regardent plutôt le prix que l'utilité. Est-ce qu'il y a... Ça dépend. Ça, c'est pas vrai. Ça, non. Il y a des contre-exemples, il y a des petites qui regardent les prix, il y a des grandes qui regardent l'utilité. Et les intelligents, ils regardent tout. C'est malin. Et ils choisissent. Non, et en plus, quand on voit là, ça dépend vraiment de quelle culture est composée l'entreprise. Hein. Il y a la culture, il y a aussi le rapport qu'on peut avoir au marché. Et effectivement, l'identité en tant que profil d'achat qu'on peut avoir. Je prends deux exemples. Vous achetez beaucoup sur un marché où il y a énormément de monde. Vous n'allez pas avoir le même comportement que si vous achetez peu dans un marché où il y a un ou deux acteurs. Dans le premier cas, vous allez plus facilement pouvoir imposer votre vision du monde. Il y aura forcément un moment un fournisseur qui va pouvoir y répondre. Dans l'autre, vous allez plutôt essayer de vous adapter le plus possible à la vision du monde des deux acteurs du marché. Donc forcément, vous n'allez pas avoir la même posture. Et quand bien même vous êtes dans un environnement qui le comprend, ça se passera mieux. Vous allez réussir plus facilement à motiver ce marché fournisseur qu'à l'inverse. Il y a d'autres questions, Cédric? Non, c'est bon pour l'instant. Il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce que j'en ai loupé une. Donc là, c'est une matrice, comme je vous ai montré précédente sur les modes de management, mais là sur donc une synthèse de la relation client-fournisseur. Où on retrouve en bas, on va parler de sous-traitance, au milieu, on va parler de partenariat, et en haut, on va même pouvoir aller jusqu'à faire de la co-entreprise. En bas, on va mettre en place avec notre fournisseur une charte de confidentialité. Au milieu, on va commencer à avoir de l'information de l'entreprise, mais celle qui nous intéresse vraiment sur le sujet, alors que quand on monte, on va avoir tout type d'informations parce que finalement, c'est dans l'information et dans les indicateurs cachés qu'on va pouvoir trouver l'idée qui va permettre de répondre au sujet. On a
meilleure connaissance de l'organisation. On a vraiment comme ça des comportements qui semblent très caricaturaux, mais je vous assure, en tant que fournisseur, moi je suis fournisseur, on retrouve vraiment ça dans les relations qu'on a avec les organisations. Si on a sur l'axe de formalisation, ici sur la gauche, on va avoir une fidélité à la personne. C'est-à-dire que le choix du fournisseur, finalement, ne va même pas se faire en fonction de l'entreprise, mais bien cette personne, parce que c'est avec cette personne-là que j'ai l'habitude de travailler, que je veux travailler. Relation plus intuitive, personnelle. Voilà, on est donc, par ici, on est vraiment dans l'intuitif, on est dans un comportement intuitif. Alors que quand on va plus vers la droite, on va avoir plutôt une fidélisation à l'entreprise. On a créé une fidélité avec cette entreprise. D'ailleurs, à droite, on va retrouver tous les comportements de référencement fournisseur. À gauche, c'est ah ouais, non, ton idée, c'est top et tout. Oui, viens montrer. À droite, c'est ah bah non, il faut d'abord rentrer dans le référencement fournisseur avant de commencer à donner la moindre chose, la moindre idée. On voit vraiment ces comportements qui sont. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça et quel changement ça a induit chez Troisième Monde? Parce qu'en fait, au départ, on était sur la création d'une plateforme collaborative et je vous ai dit, ça marchait dans certaines entreprises et ça ne marchait pas dans d'autres. En fait, on s'adressait qu'aux entreprises de type agilité et projet parce c'était une plateforme de type réseau social. La prise de conscience de cette existence de ces différents terreaux nous a fait complètement nous remettre en cause et le produit, donc le produit s'appelle Gravity, le produit, on l'a fait évoluer de manière à répondre véritablement à tous les types de terreaux. Et donc, si on a par exemple un projet d'entreprise où on voit que globalement on tire vers le haut, mais qu'on est sur un terreau-type de type cloisonnement, eh bien, on a cette capacité maintenant de créer et de mettre à disposition une plateforme qui soit cloisonnement et accompagner, via les outils, accompagner cette transformation. Ça a eu cet impact-là. Et donc, la question que je vous pose, ça ne veut pas avancer. Je ne peux pas avancer, s'il te plaît, c'est possible. La question que je vous pose, c'est, et pour les services achats, le fait d'avoir, tu peux encore avancer, le fait d'avoir cette vision, eh bien, moi, ce que je vous propose, maintenant que vous avez des paires de lunettes différentes, c'est de dire, ben, OK, maintenant, je peux m'adapter et faire évoluer mon service achat en fonction des projets de l'entreprise, en fonction du projet du service achat, avec, j'ai marqué function, dire. Avec cette paire de lunettes et de se dire, c'est fait exprès d'avoir une image avec des espaliers, c'est de se faire des choses progressivement, du pas à pas. Se dire oui, je mets en place du codev alors qu'on n'est pas du tout prêt et que la culture n'est pas du tout prête. Faut vraiment le faire avec beaucoup de protection et vraiment expliquer les règles du jeu, le faire dans un petit comité, test and learn, et vraiment apprendre et regarder en quoi on a pu faire évoluer nos pratiques, mais pas du tout se dire c'est la bonne idée à la mode, je plaque et je mets ça sur mon service. Là, c'est échec assuré. Parce que on est sur une organisation, une culture qui n'est pas comme ça. Il va falloir l'accompagner progressivement. Et donc, avoir cette grille de lecture, je pense qu'elle peut véritablement. J'ai fait marche arrière. Ouais. Non, peut véritablement vous aider. Voilà, pas à pas. On se dit, tiens, finalement, on est dans un terreaucentralisme. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place avec mes sous-traitants pour qu'ils deviennent des partenaires? Qu'est-ce que je peux mettre en place à l'intérieur de mon organisation pour finalement commencer à aller écouter plus le besoin que simplement prendre. Et c'est vrai que c'est peut-être un enseignement intéressant de comprendre qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain dans un modèle 2 étages au-dessus. Et c'est vrai qu'on a énormément de modèles qui sont partagés, de réflexions autour de ce métier, autour de la relation fournisseur, de la gestion des ressources externes de l'entreprise. C'est aussi important de revenir quelque part à un moment, au-delà de tous ces éléments théoriques et tous ces éléments novateurs dont on est bombardé à l'heure où on parle de révolution du digital, notamment avec beaucoup de startups qui nous amènent des outils toujours plus variés, de revenir quand même à ces origines au sens « je suis où dans l'entreprise » parce que tout ne s'adapte pas. Et je pense que c'est une bonne grille de lecture, effectivement, pour savoir ce qu'on peut faire dans le laps de temps qu'on se donne, finalement. Il y a une question? Oui, il y a une question de Marion
qui demande s'il peut y coexister des terreaux, différents terreaux dans la même entreprise. Oui. Des outils de différents terreaux. Oui. C'est ça, hein. Des outils différents terreaux Ouais, ou des est-il terreaux? possible Oui, de des faire terreaux, cohabiter des outils de différents terreaux, lige au tableau. C'est ça? Ou différents terreaux. Voilà. C'était ça. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui, mais il faut avoir le bon outil. C'est pas que pour ta paroisse, ça marche très bien. Ça marche pour tout le C'est une monde. très très bonne remarque. Absolument. S'ils cohabitent ensemble, oui. Oui, bah oui, oui, oui. Oui. S'ils s'adaptent, oui. Bah oui. Ouais, mais par contre, faire le même outil pour tout le monde, ça, c'est une bêtise, on est Ça, bien c'est une d'accord. bêtise. En fait, on peut avoir la même plateforme, mais la façon d'utiliser, il faut vraiment l'adapter en fonction du terreau. Le besoin n'est pas le même, on va pas faire le même outil. Voilà. Ça, c'est clair. Je me permets de revenir sur quelque chose que tu disais et qui me fait rebondir. En fait, on est dans une société du chronos. On est dans une société de l'hyperactivité, l'hyperconnectivité, l'hyperdisponibilité. Et cette société-là, quand on a en charge des fonctions comme la fonction achat, il faut faire extrêmement attention parce que c'est pas ça le bon timing. Le bon timing, c'est le kéros. Dans les achats, C'est-à-dire on va vous parler de Quick Win. Vous arrivez Quick Win. sur une fonction achat dans une entreprise, les gens voient en vous la manière de ramener des économies ou d'amener des. Voilà. La alors, ça première fait étape, c'est gaspiller d'amener tellement des économies quand même. Alors, mais le fait d'agir comme ça, Exactement. ça fait perdre tellement d'argent, alors que le bon timing, c'est une vision. C'est le kéros. C'est-à-dire faire les bonnes choses au bon moment. Ça ne veut pas dire attendre, ça ne veut pas dire la sérénité, mais ça veut dire les bonnes choses au bon moment. Et ça, c'est une évolution intellectuelle qui est vraiment puissante quand on arrive à le faire. Voilà, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est tout à fait juste, c'est prendre le bon chemin finalement. Pour les gens par rapport à leurs valeurs, à là où ils sont, à là où on va. Par rapport au terreau, par rapport à l'endroit où on va, et pas se dire mon petit copain a fait comme ça. Et vraiment faire attention à tous ces phénomènes de mode. Voilà, moi je dis merci. Merci Isabelle. Wow, merci.